Ça y est, c'est à mon tour de vous solliciter au nom de toute l'équipe de TVL. Comme vous le savez sans doute, j'ai le plaisir d'animer l'émission Les femmes et les enfants d'abord, qui parle de la famille et de l'éducation. La famille, c'est la première cellule politique de notre société. Et c'est à ce titre qu'elle est régulièrement attaquée. Guerre sanitaire contre les enfants, théorie du genre à toutes les sauces, wokisme s'invitant jusque dans les foyers, inflation, il est temps de dire stop. Pour vos familles, vos enfants et notre belle communauté, soyez nombreux à faire un don sur tvl.fr. Si ce n'est pas vous, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Il y a urgence. Donnez à TVL. Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme ce soir, retour sur le match de la finale de la Coupe du Monde. Mais non, je plaisante, ça vous l'aurez partout ailleurs. À la une, l'actualité du conflit en Ukraine au fil du torrent de propagande. Depuis 10 mois, les médias font une démonstration de désinformation au point que les discours dominants se contredisent entre eux. Ce journal sera aussi l'occasion de revenir sur l'entretien de Volodymyr Zelensky à LCI. La chaîne la plus belliqueuse de la télévision française a reçu sa récompense, un rendez-vous avec le président ukrainien pour une demi-heure sidérante. Et puis pour terminer, avec un sujet un peu plus léger, nous irons dans l'Hérault où un homme se bat depuis un demi-siècle pour conserver son patrimoine, l'abbaye Saint-Félix de Monceau. Pas de trêve de Noël pour la propagande autour du conflit ukrainien. Depuis 10 mois que les troupes russes ont pénétré le territoire, les médias occidentaux enchaînent les contre-vérités au point de délivrer des messages de plus en plus contradictoires. D'un côté, une Ukraine meurtrie à chaque instant par le feu russe, de l'autre, la déroute de Moscou, comprenne qui pourra. Une fin de semaine à l'image des 10 derniers mois. Alors que la Russie poursuit ses offensives sur l'Ukraine, les médias occidentaux, et tout particulièrement français, naviguent à vue pour tenter de se faire encore entendre. 2 mots d'ordre à marteler ad nauseam. D'une part, la sauvagerie et la violence du camp russe qui étrille l'Ukraine. De l'autre part, la pénurie d'armes de l'armée russe en déroute. Contradictoire, me direz-vous? Oui. Mais encore faut-il pouvoir se poser la question, entre 2 bourrages de crâne, ce dont tous les adeptes du petit écran ne sont plus toujours capables. Ces derniers jours ne font pourtant pas exception à la propagande. D'abord, l'agitation de la menace nucléaire. En effet, depuis 10 mois, si l'on en croit nos médias, Vladimir Poutine serait presque assis sur le bouton de l'arme atomique. Ainsi, revient sur le tapis le planeur hypersonique de conception russe, le missile Avant-Garde, qui aurait été mis en service il y a quelques jours sur une base russe au cœur de l'Oural. De portée intercontinentale, il est capable de porter des charges conventionnelles, mais aussi nucléaire. Sa réputation réside toutefois sur sa rapidité, plus de 30 km/h, mais aussi par son caractère inarrêtable. En effet, au contraire d'autres armes de cette catégorie, le missile Avant-Garde a la particularité d'avoir une trajectoire irrégulière avec des rebonds sur l'atmosphère, de quoi rendre quasi impensable son interception. Un bijou parfait pour la diabolisation, mais qui cadre toutefois assez peu avec les autres déclarations des mêmes médias occidentaux. En effet, les mêmes journalistes qui suscitent les peurs d'un accident atomique affirmaient aussi, il y a quelque temps, que les soldats russes démontaient les machines à laver pour réparer leurs armes. Des armes dont la Russie ne semble pourtant pas manquer lorsqu'elle frappe les infrastructures énergétiques de la capitale ukrainienne. 23 drones iraniens Shahed 136 auraient ainsi été lancés sur Kiev ces dernières heures. Selon l'Ukraine, 18 auraient été interceptés. Reste que ces drones, des munitions rôdeuses, kamikazes, sont très peu coûteuses et faites pour voler en essaim. En d'autres termes, perdre des missiles fait partie du mode opératif. Cet état de fait n'a toutefois pas empêché Moscou de mettre un coup de pression à la Grèce, qui semblait encline à donner une partie de ses missiles anti-aériens S-300,
de fabrication russe donc, à l'Ukraine. En effet, la Russie a clairement expliqué qu'il s'agirait là, je cite, d'une démonstration irrationnelle d'hostilité envers la Russie. Une chose est certaine, la Grèce n'aurait pas besoin de ça, et ça pourrait même énerver la Turquie. Quoi qu'il en soit, même si plus d'un quart des drones envoyés par les Russes ont été détruits, Kiev est désormais privé d'électricité, à l'instar de 10 autres régions d'Ukraine, de quoi relativiser encore le narratif des médias. Même hiatus dans l'histoire pour Kherson. En effet, alors que les troupes russes ont quitté la ville pour se déployer ailleurs et notamment avancer sur le front de Bakhmout, dont on parlera ensuite, les médias ont annoncé une reprise de la ville de Kherson par les Ukrainiens. En réalité, on s'aperçoit que la partie de la ville en question est aussi déserte que détruite et qu'en plus les Russes continuent l'offensive aérienne sur les combattants ukrainiens. Une manœuvre logique quand on se souvient que Kherson est l'un des 4 oblasts à avoir convoqué un référendum pour l'annexion ou le rattachement à la Russie fin septembre. En effet, dans la mesure où Vladimir Poutine a proclamé les résultats, il y a bien peu de chances qu'il abandonne le territoire en question. À plus forte raison que les quelques habitants pro-russes restés sur place à l'arrivée des troupes ukrainiennes seraient, selon certaines sources, accusés de collaboration et surtout victimes de violences, à l'image de ce que le Donbass connaît depuis près de 10 ans au moins. Au cœur des combats sur terre, Bakhmout. Là encore, l'incohérence du récit médiatique surprend. En effet, si la présence massive de combattants de l'organisation Wagner suscite tous les fantasmes, les voix de la patrouille expliquent tantôt qu'ils sont inexpérimentés et servent de chair à canon à la Russie, mais aussi qu'ils sont particulièrement offensifs au point d'infliger de terribles pertes aux combattants ukrainiens. Dans les faits, si les Wagner tombaient comme Kiev le dit depuis des semaines, il n'y en aurait déjà plus. Les incohérences du récit médiatique qui fait florès en Occident maintiennent donc l'opinion dans une forme d'impasse consistant à pousser les Ukrainiens vers toujours plus de guerre pendant toujours plus longtemps et inexorablement vers un coût humain toujours plus important. Pourtant, une véritable prise de conscience du drame de cette guerre fratricide pourrait amener à des discussions de paix qui aujourd'hui semblent pourtant rejetées par le camp occidental, à commencer par le gouvernement ukrainien. Et ce refus de négocier la paix constitue sans doute le point d'orgue de l'entretien de Volodymyr Zelensky accordé à LCI, une demi-heure d'enregistrement à Kiev où le président ukrainien se livre un numéro de communication qui crée souvent le malaise. Le point tout de suite. Volodymyr Zelensky en personne devant Darius Rojbin. Le journaliste le plus ukrainien de LCI a eu son heure de gloire en décrochant un entretien avec le président de l'Ukraine 10 mois après l'entrée des troupes russes dans son pays. Si ce genre d'autorisation d'interview est rarement facile à obtenir, LCI partait avec un avantage de poids, le soutien sans faille à Kiev depuis le début du conflit, quitte à sombrer parfois dans le délire propagandiste. En effet, la chaîne du groupe TF1 semble avoir choisi le chemin de la propagande de guerre facile. Entre le général Yakovlev, expert du bouton rouge, et l'analyste ukrainienne, la chaîne a un sacré carnet d'adresses. Pour le plaisir, un petit extrait d'À la Poédie régulièrement sur le plateau de LCI. Ce centre culturel russe qui est honteusement planté en plein cœur de Paris et qu'on passe à travers, c'est infesté par les espions russes. On les voit partout. Quand vous voyez qu'il y a 200 000 jeunes hommes russes qui quittent le pays pour ne pas être enrôlés, cela aussi vous les mettez en prison ? Les cafards, voilà, ils quittent le pays comme les cafards. Avec ça, pas étonnant que la chaîne ait donc décroché le Saint Graal, l'interview de Zelensky, officiellement dans la maison des chimères, ça ne s'invente pas, à Kiev. Le journaliste Darius Rojbin jubile et rappelle que des officiers ont vérifié la radioactivité des lieux avant la tenue de l'entretien, alors même que Zelensky explique aussi qu'il est plus ou moins là tout le temps. On sent que l'interview va envoyer du lourd, comme disent les jeunes. Rapidement, Zelensky donne dans le point Godwin et compare volontiers Hitler à Poutine et la Russie aux nazis. Ainsi, il estime que, je cite, « la tactique de Poutine est aussi sale que celle d'Hitler ». Je serai prêt à négocier, mais pas avec la Russie que l'on a en ce moment, une Russie nazie. La question des armes est ensuite rapidement évoquée par Darius Rojbin et on sent qu'il a l'eau à la bouche quand il précise les drones iraniens. Zelensky, très détendu, voire très détendu et volubile, explique alors qu'il compte sur l'envoi de son ami Emmanuel, comprendre Macron, de missiles sol-air antiaériens, les Crotales. L'envoi des missiles américains Patriot, lui,
est plus énigmatique. En effet, si Zelensky se dit confiant, on comprend qu'il n'en a pas vu la couleur, comme une bonne partie des armes promises par les Occidentaux depuis des mois. Un peu plus tard, Zelensky et son acolyte Rochebin font de l'humour sur le prétendu alcoolisme des responsables russes, une attaque qui n'empêchera pas le président ukrainien de sensibiliser sur les bombardements de la Russie. Ainsi, les Russes sont peut-être des alcooliques, mais ils semblent plutôt stratèges. Il ajoutera d'ailleurs que l'on ne peut pas négocier avec quelqu'un quand on est désarmé. Bien sûr, Darius Rochebin n'a pas rétorqué qu'on croyait que l'OTAN alimentait tout l'attirail de guerre ukrainien. Évidemment, il n'y a pas pensé. Toutefois, quand le journaliste évoque la question de la neutralité de l'Ukraine, le président répond sans surprise par la souveraineté de son pays, comme s'il n'avait toujours pas compris le problème avec l'OTAN aux portes de la Russie. Cerise sur le gâteau de cet entretien assez sidérant, le journaliste évoque une conversation entre Macron et Poutine. Le président français aurait dit à son homologue qu'il s'apprêtait à aller boxer et le président russe lui aurait alors répondu de penser à Zelensky quand il cognait. Une séquence un peu lunaire que Zelensky conclut en proposant un combat singulier à Poutine. Le meilleur restera toutefois dans la conclusion. En effet, Darius Rochebin, qui rappelons-le est en train d'interroger le chef d'un État en guerre, trouve judicieux d'évoquer l'humour et estime que l'Ukraine a de la veine d'avoir un président comique, un président qui n'aura pas hésité à rire assez compulsivement à plusieurs reprises pendant l'entretien. Qu'est-ce qu'il vous... Conversation, de manière permanente. Il commence par M. Un spectacle qui aura sans doute fait davantage rire les téléspectateurs de LCI que les Ukrainiens. Et je vous l'avais annoncé, un sujet plus léger à présent. Alors que le patrimoine français est souvent délaissé par l'État, des hommes et des femmes ont décidé de se mobiliser. C'est le cas de Luc Routhier dans l'Hérault. Géraud Dufayet est allé à sa rencontre avant les premiers froids. Le patrimoine, c'est de l'identité, de l'histoire et de la culture à la portée des yeux. C'est également une source économique considérable, près de 15 milliards d'euros chaque année. Mais si les Français expriment un réel intérêt pour leur patrimoine, il n'en est pas moins fragile. Selon la mission Bern, il manque plus de 2 milliards pour sauver les monuments français. Parmi eux, 3500 édifices seraient même en péril absolu. Une situation inquiétante que cherchent à endiguer des passionnés. Certains œuvrent bénévolement pour essayer à leur échelle de préserver ce patrimoine national. C'est le cas de Luc Routhier qui depuis plus de 50 ans se bat pour sauver l'abbaye Saint-Félix de Monceau dans l'Hérault. Un monument abandonné aux pilleurs de pierre, un lieu voué à disparaître sans l'opiniâtreté d'un homme. On ne pouvait pas reconnaître, tout était sous terre, avec des arbres, des racines, des pierres, c'était un total ébloui. C'est un libraire de Sète qui m'a dit, qui me connaissait, il m'a dit Luc, si il y a un monument en ruine là-haut, si on ne fait rien, tout va s'écrouler, ce sera fini. Alors je suis monté ici, et puis après ça a été, je n'ai pas le coup de foudre parce que je suis un peu mystique, et c'était une mission s'achève avec la mort. Et petit à petit, on a dégagé au fur et à mesure tout ce qui pouvait être dégagé, et on a restauré aussi les murs qui étaient détériorés. On m'appelait le Fada. Les gens en bas du village disaient, les touristes disaient ça vaut le coup là-haut, on peut y aller. Non, mais il n'y a rien, c'est des ruines, il y a un Fada là-haut qui travaille, c'est pas la peine. Donc tout le monde prenait pour un fou, quoi. Sans Luc, ce joyau du patrimoine régional aurait peut-être déjà totalement disparu. Mais après avoir consacré plus de la moitié de sa vie à la préservation de ce monument, le lieu fait désormais la fierté des habitants de la région. Et si Luc n'a jamais gagné un centime avec cette démarche, elle a pourtant attiré de nombreux bénévoles autour de lui, animés par une même passion, totalement désintéressée. On passe notre temps ici, c'est lui qui m'a mené ici, il était depuis combien 2003, et moi quand j'ai pris la retraite en 2005, comme on fait du VTT ensemble, et on était un groupe déjà, il nous a entraînés dans ce travail. Le vieux pour moi, c'est intéressant, c'est l'histoire, c'est-à-dire les gens qui y ont habité, qui y ont vécu. Et ça c'est très important parce que actuellement on oublie pas mal l'histoire de France, surtout l'histoire médiévale ou ancienne ou gallo-romaine. Donc pour moi, quand je rentre dans un monument en ruine ou un monument, si vous voulez, j'essaie de chercher la vérité avec les archives aussi de ces monuments que je visite. L'histoire, c'est important l'histoire. Savoir d'où on vient, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été construit avec les peu de moyens qu'ils avaient à l'époque.
Ça, c'est important, ça. C'est voir un peu tout ce qui se faisait avant, à l'époque, et comment ils travaillaient, comment ils vivaient. Loin de la tendance au déboulonnage des statues et au déracinement, le dévouement de Luc dénote et séduit. Une démarche qui a su raviver l'attachement des Français à leur patrimoine, leur histoire et leur identité. Et à présent, nous partons faire le tour de l'actualité en bref. L'inflation bientôt à son apogée. Alors que les économistes la disaient disparue depuis un quart de siècle, l'inflation en 2022 aura donné des sueurs froides aux Français et ce n'est pas encore fini. Selon les spécialistes, à prendre avec des pincettes donc, le pic est attendu pour le début d'année prochaine avant de décroître doucement. L'INSEE table sur un retour à 5,5% milieu 2023. Actuellement au-dessus de la barre des 10% dans la zone euro, l'inflation est, nous dit-on, contenue en France grâce au bouclier énergétique. En réalité, l'inflation est en grande partie due aux sanctions de l'Union européenne sur le gaz russe. En effet, ces sanctions pénalisent les entreprises de la zone et font donc mécaniquement monter les prix. En d'autres termes, sans les décisions ineptes d'Ursula von der Leyen, pas besoin de bouclier énergétique qui creuse la dette et moins d'inflation. La police à la noce pour la Coupe du Monde. Malgré la défaite de l'équipe de France en finale dimanche soir, l'occasion était tout de même au débordement. 227 interpellations ont été pratiquées, dont une cinquantaine à Paris, essentiellement sur les Champs-Élysées. 14 000 policiers avaient été déployés dans tout le pays et près de 3 000 rien que dans la capitale, où la BRAV, la brigade de la répression de l'action violente motorisée, était déployée pour disperser la foule. Un langage fleuri de la maréchaussée qui aura sans doute été aidé par la pluie pour faire entrer tout le monde chez soi. Qu'importe, la revanche aura lieu ce lundi soir avec la descente des Champs-Élysées des Bleus. Des migrants, toujours des migrants. Dans la nuit de vendredi à samedi, 166 clandestins ont été secourus par la France alors qu'ils tentaient de se rendre en Grande-Bretagne sur la Manche. 2 navires de la Marine nationale puis un canot de la Société nationale de sauvetage en mer ont été déployés pour sortir les individus de leur embarcation de fortune et les reconduire en France, à Boulogne-sur-Mer notamment. En 2022, plus de 40 000 clandestins sont parvenus à rejoindre les côtes britanniques, un record. Coup de pression qatari sur Bruxelles. Dimanche soir, quelques heures avant la finale de la Coupe du Monde, le Qatar a réagi aux menaces de sanctions de l'Union européenne après les révélations du scandale de corruption. Il faut dire que le moyen de pression n'est pas très difficile à trouver. En effet, la pétromonarchie a laissé entendre que des mesures coercitives en réaction à l'affaire de corruption pourraient avoir de lourdes conséquences sur la, je cite, sécurité énergétique mondiale. Une mise en garde on ne peut plus claire. En effet, depuis qu'Ursula von der Leyen a décidé de partir en croisade contre Vladimir Poutine au détriment des peuples européens, de nombreux pays de la communauté, notamment l'Allemagne, ont dû se tourner vers d'autres marchés gaziers. Dans ce cadre, chaque fournisseur énergétique a de plus en plus de poids sur les pays européens. Le Qatar va donc mettre ces derniers au diapason. Heureusement que le Qatar respecte davantage les droits de l'homme que la Russie. Dans la rubrique « Faites ce que je dis mais pas ce que je fais », le président français. Alors qu'on vous rebat les oreilles avec les économies d'énergie pour sauver la planète et essayer de finir la fin du mois, voilà le bilan de 2 allers-retours d'Emmanuel Macron au Qatar pour soutenir l'équipe de France lors de la Coupe du Monde et taper bien sûr les biscottos de Kylian Mbappé, 500 000 € et près de 500 tonnes d'équivalent CO2. C'est environ 53 ans d'empreinte carbone d'un Français à qui l'on conseille d'éteindre son Wi-Fi la nuit et de mettre un col roulé. Pour le budget de 500 000 €, plus de 30 ans de SMIC. Rassurez-vous, c'est vous qui payez. Et pour le prix, Emmanuel Macron a eu le droit à la visite dans les vestiaires où il s'est livré un discours au relent sarkozyste en plus survolté. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce qu'il n'y a, je pense, aucune autre équipe qui a pu faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci.
et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Nouveau procès en lien avec le Capitole aux États-Unis. Ce lundi, la sélection du jury pour le procès du président des Proud Boys, Enrique Tarrio, et de 4 autres membres du groupe a commencé. Les 5 hommes sont jugés pour conspiration séditieuse après l'assaut au Capitole du 6 janvier 2021, après la proclamation de la victoire de Joe Biden contre Donald Trump. Ce procès interviendra quelques semaines après celui d'un autre groupe incriminé, les Oath Keepers, qui ont vu plusieurs membres condamnés par ce chef d'inculpation hérité de la guerre de sécession et puni de 20 ans de prison. Près de 2 ans après les faits, la justice et les démocrates ont tout intérêt à distiller les affaires pour qu'elles continuent de faire la une des médias afin d'entretenir une forme de diabolisation des supporters de Donald Trump. Elon Musk assure toujours le spectacle sur Twitter. Après avoir annoncé les comptes certifiés payants, puis des suspensions et réintégrations de journalistes, le nouveau patron de la plateforme a mis son poste en jeu dans un sondage. Sans surprise, une majorité de tweetos a voté en faveur de son départ. La question intervenait en effet à un moment peu opportun pour la popularité du milliardaire, dans la mesure où Elon Musk venait d'annoncer qu'il allait interdire les liens dirigeant vers d'autres réseaux sociaux sur Twitter. Une décision allant d'ailleurs à l'encontre du principe de viralité en ligne. Sam Bankman-Fried, bientôt extradé aux États-Unis. C'est en tout cas l'information qui transpire sur le web alors que l'ancien patron de la plateforme de crypto-monnaie en faillite, FTX, a été arrêté il y a une semaine aux Bahamas. L'homme, entendu pendant de longues auditions, se serait plaint de ses conditions de détention. Sam Bankman-Fried a d'ailleurs fait une nouvelle demande de libération sous caution qui devrait également être refusée. En effet, au vu de la fortune de l'homme, il lui serait très facile de fuir dans un pays qui n'extrade pas. Une solution plus agréable que le suicide. S'il accepte d'être renvoyé aux États-Unis, Sam Bankman-Fried sera probablement placé en détention préventive près de New York. Il risque 115 années de prison. Et on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, pour le Zoom du jour, le philosophe Michel Maffezoli présente son ouvrage sur la violence sociale, l'ombre de Dionysos. Ce qui est le wokisme actuellement, pour ne pas le nommer, c'est les formes caricaturales des Lumières, fondamentalement. C'est-à-dire que on oublie qu'il y a des devoirs et on ne pense qu'aux droits. Les droits de l'homme, machin chose, etc. Les droits de toutes les minorités. Oui, exactement, mais qui ne font que pousser jusqu'au bout une logique, encore une fois, de droits de l'homme. Alors c'est en fonction d'une race, en fonction d'un sexe, en fonction d'une couleur de peau, etc. peu importe. Moi, je lisais il y a peu, je relisais ce très beau livre de Simone Weil, je veux dire la philosophe, hein, oui, donc l'enracinement. Oui. La première page, c'est qu'elle montre bien que on parle toujours du droit et on oublie les obligations qui sont liées à l'ordre des choses. Voilà. Et donc Dionysos, pour moi, c'est l'ordre des choses, si je puis dire. Ce soir, retrouvez également Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit l'analyste financier Guy de Lafortelle pour évoquer les liens discrets entre la haute finance et les guerres mondiales. Pour terminer, c'est bien sûr Mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Merci pour votre fidélité, bonne fin de soirée à tous et à demain. Retrouvez Mes libertés politiques avec terredefrance.fr, parfum et accessoires solidaires du monde rural. Stupeur et tremblement, horreur et damnation, cris et hurlements, l'Allemagne a encore frappé. Je devrais plutôt dire, l'Allemagne est complètement frappée, au point que je commence à me demander si l'Allemagne, déjà responsable de 2 guerres mondiales dramatiques, ne serait pas tout excitée à l'idée d'en déclencher une 3e. Pour une fois, je ne vais pas vous parler de Madame la Hyène, Madame l'Allemande, qui s'est autoproclamée présidente de l'Europe et presque du monde, et qui s'agite en ce moment frénétiquement pour imposer à l'Europe tout entière des doses supplémentaires de vaccins fabriqués par ses meilleurs amis, ses amis de cœur et peut-être ses amis de corps, qui sait, à savoir les dirigeants du laboratoire Pfizer. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne pendant tant d'années, qui avait su mettre le petit Sarkozy dans sa poche pour en faire son toutou.
Puis le tout petit Hollande dans son autre poche pour en faire son tout petit toutou. Puis le minuscule Macrominus dans sa dernière poche pour en faire son tout petit toutou. Les mains baladeuses de Sarko le traître et de Manu l'obsédé des papouilles n'y avaient rien fait. Angela restait de glace face à ces assauts répétés, ne disait rien, mais détruisait consciencieusement notre pays dans l'ombre des instances européennes mondialistes. Vous allez me dire, et je vous comprends, de quoi qui cause le chroniqueur préféré autoproclamé de TV Liberté, Angela Merkel, on s'en tamponne la coquillette? Eh bien moi, je vous le dis, vous êtes complètement à côté de la plaque, car Angela vient de faire une déclaration inouïe, incroyable, stupéfiante, à tel point qu'en l'apprenant, je me suis tapé la tête contre un tiroir de mon bureau pendant 14 minutes. Car ce qu'elle a dit dépasse l'entendement. Ainsi, Angela vient de déclarer que les fameux accords de Minsk de 2014, signés par la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, répondaient à deux objectifs des nations occidentales. Premier objectif, surtout ne pas faire appliquer ces accords. Deuxième objectif, donner le maximum de temps à l'Ukraine pour qu'elle se renforce et puisse lutter ultérieurement contre la Russie avec davantage d'efficacité. En clair, comment sombre, comment dramatiquement sombre, comment crépusculairement sombre, l'Allemagne indique au monde entier que sa signature ne vaut rien. Grosse signature à pu caput nada rien. Nous sommes dans une logique totalement hitlérienne, puisque nous savons aujourd'hui que tous les accords signés par Hitler avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale étaient faits pour ne pas être respectés. Hitler lui-même l'indiquant après coup à son entourage et provoquant chez celui-ci des crises de fou rire incompressibles. S'il fallait une preuve dramatique de la responsabilité écrasante de l'Occident en général et de l'Allemagne en particulier dans la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, Angela Merkel, qui n'a rien d'un ange, vient de l'afficher aux yeux du monde entier. Pauvre Allemagne, pauvre Merkel et pauvre Sarko, Hollande et Manu, ces trois misérables toutous. Je vous souhaite une très bonne soirée.